Ah, vous savez pourquoi j'adore le lundi? Eh bien tout simplement parce que c'est la revue de presse, c'est le moment où on peut parler de catch tranquillement avec un support, on peut parler de l'actualité et je peux vous donner mon avis sur ce qui est en train de se passer actuellement. En ce moment je vous cache pas que j'ai pas trop le temps de regarder toutes les informations, j'ai un petit peu laissé certaines choses de côté parce que véritablement j'ai beaucoup de projets qui se passent dans plein de secteurs d'activité différents et donc je vais un petit peu aussi découvrir les news avec vous, donc ça va être pour moi l'occasion tout simplement de réagir à chaud à ce qui peut se passer du côté de la WWE et du catch en général. Et comme d'habitude les amis, nous voici sur Catch News. Maintenant vous connaissez la plateforme, inutile de la présenter à nouveau. Et donc Catch News nous explique que Rey Mysterio est blessé et on va voir donc tout ça. Et nous n'avons pas vu Rey Mysterio à la télévision depuis sa rencontre face à Gunther à SmackDown. Son dernier match remonte au 30 octobre dernier lors d'un live event au Mexique. D'après les informations de Ringside News, Rey Mysterio serait en fait blessé. Le site américain affirme qu'il était présent dans les coulisses de SmackDown vendredi dernier mais que la légende n'a pas été utilisé, Rey Mysterio aurait été vu avec une attelle à la cheville. Cependant, il est précisé que cette blessure ne devrait pas l'écarter des rings pendant très longtemps et qu'il pourra ainsi revenir bientôt entre les cordes. Rey Mysterio faisait partie de la liste initiale des participants pour la Coupe du Monde de SmackDown. Cette blessure expliquerait alors le fait qu'il soit finalement remplacé par Mustafa Ali. Et oui, effectivement, s'il est blessé, c'est normal qu'il soit remplacé. Alors après, je trouve ça peut-être un peu dommage qu'il soit blessé. Je pense, moi, c'est mon avis personnel, que Rey Mysterio entame le crépuscule de sa carrière, qu'il va sur son dernier run et potentiellement un match contre Dominic à WrestleMania 39. Et donc je m'inquiète un peu de voir Rey Mysterio blessé. Bon, si c'est une entorse ou une torsion de la cheville, ça devrait aller. D'ici quelques semaines, il devrait pouvoir revenir. Mais attention quand même, il ne faudrait pas gâcher ce dernier run avec des blessures. On sait que Rey Mysterio commence à être un petit peu âgé, hein. Il approche de la trentaine d'années de carrière maintenant. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il se remettra bientôt et qu'on va continuer un petit peu tout ce qui se passe autour de Rey Mysterio et surtout qu'à un moment donné, il y aura Dominic contre Rey. Allez, des nouvelles de Sami Zayn également qui s'exprime sur son absence de SmackDown. Sami Zayn a raté l'édition de Crown Jewel comme à son habitude, mais des questions commençaient à sortir à son sujet puisqu'il a aussi raté la dernière édition de SmackDown du 11 novembre. Une absence qui s'est fait sentir avec un rôle important dans la Bloodline et ce week-end il a commenté son absence sur Twitter avec un message en arabe « Nous sommes à Dieu et nous lui retournons ». L'expression est une prière couramment utilisée dans l'islam après la mort d'un proche. Zayn n'a pas confirmé qu'il s'agissait réellement du décès d'un proche, mais il est très rare qu'il parle de sa vie privée, alors il serait étonnant qu'il utilise cette phrase sans but précis. Sami Zayn est présentement prévu pour l'édition de SmackDown du 18 novembre afin de participer à la Coupe du Monde de la WWE et faire face à Butch, donc une absence qui ne devrait pas s'éterniser. Alors effectivement, c'est compliqué du coup de savoir pourquoi Sami Zayn n'était pas là. Son tweet quand même laisse assez songeur. Effectivement, il a peut-être eu un drame familial, ce qui expliquerait donc pourquoi il n'était pas présent vendredi, mais c'est vrai qu'à chaque fois que Sami Zayn n'est pas là, on le ressent direct et c'est beaucoup moins bien, dans la narration il se passe moins de choses et Sami Zayn est la pièce centrale, sans doute une des pièces centrales de SmackDown. Et d'ailleurs je vous laisserai regarder mon uchronie, mon scénario avec Sami Zayn jusqu'à WrestleMania si ça vous intéresse, que j'ai sorti la semaine dernière. En tout cas voilà, on espère que ça va aller pour Sami Zayn et qu'il va revenir en forme et que la vie continue malgré les pépins qui peuvent lui arriver, notamment si c'est un deuil. Ah oui, alors cette information je l'ai vu passer sur Twitter, une famille expulsée d'un show après un incident avec Scarlett. Hier soir la WWE organisait un show non télévisé à Peoria dans l'Illinois, durant laquelle plusieurs fans ont dû être expulsés de l'arène après un incident avec Scarlett qui accompagnait Karrion Kross pour son match face à McIntyre. S'il n'existe aucune image de la scène pour le moment, plusieurs fans sur place révèlent sur les réseaux qu'une personne a jeté sa boisson sur Scarlett. La police a ensuite été appelée pour expulser toute la famille. Alors voyons cela. Alors effectivement, on a donc la famille qui est éjectée. Bon, ça dure pas très longtemps. On n'a pas l'action, mais on a la famille qui est gentiment foutue dehors. Donc un fan qui était assis pas loin de la famille ajoute: on était juste derrière eux, c'est la femme qui a jeté sa boisson et ils l'ont expulsé en premier. Et c'est ensuite venu chercher sa famille qui avait l'air d'avoir honte d'être associée à elle. Tu m'étonnes. Des fans révèlent également que Scarlett aurait été très énervée et elle s'est exprimée sur Twitter en disant: je viens de Chicago et je ne suis pas surpris que quelque chose du genre se passe à Peoria. PS, pour la grand-mère qui a jeté sa boisson, votre alcool était aussi cheap que votre coiffure. Sympa. Du coup, après, effectivement, on a nettoyé la bière. Je suppose que c'était de la bière. Et du coup, le show a continué avec une victoire de McIntyre sur Karrion Kross. Alors, c'est vrai que je trouve ça totalement scandaleux, ce genre d'action. Il faut pas oublier que les catcheurs sont des personnes qui performent, hein. Ce sont des acteurs d'une certaine manière. Et jamais de la vie, au théâtre, tu verras un mec jeter une bière sur un comédien. Là, je trouve ça vraiment abusé. Parfois, je pense
pense que les gens ils perdent un peu le sens commun, ils se disent mais enfin ils rentrent un peu dans le délire, ils se disent ouais moi aussi vas-y je fais partie du spectacle, sauf qu'en fait c'est pas du tout comme ça. On a nos places de spectateurs et nos places et les places de performeurs. C'est pareil aussi, je comprends pas les gens qui se permettent de toucher comme ça, de mettre des tapes derrière la tête des catcheurs des fois quand ils sont à côté des barrières. Je le vois parfois pendant certains PLE, je vois aussi pendant certains shows AEW ou WWE, bref je trouve ça totalement choquant. Ça me rappelle une petite anecdote, Chris Jericho avait un peu pété un câble à Lyon en 2016, j'étais au premier rang à l'époque, c'était mon premier show de catch donc j'avais tout bien vu quand un gosse lui avait tapé un peu le crâne quand il était en train de vendre à l'extérieur du ring, il s'était relevé et il avait dit don't touch me, je sais pas quoi, little shit ou un truc comme ça. Donc c'est du Chris Jericho tout craché et je vous inviterai à regarder la vidéo d'hier d'ailleurs pour avoir un petit peu plus de détails sur la personnalité de Chris Jericho, mais globalement je le comprends, t'es performeur, personne te touche, personne te jette de la bière et on te laisse faire ton boulot tranquille. Et il faut vraiment que les gens comprennent qu'il y a une barrière, ça s'appelle le 4e mur entre les performeurs et les spectateurs, et que jamais de la vie normalement t'as le droit de toucher les gens comme ça. Il y a qu'à la ECW où tu peux te permettre de jeter des chaises et dans certains shows indie, et encore franchement c'est quand même des fois parfois limite. Allez, parlons maintenant de Saraya qui aimerait participer à des matchs de stipulation du côté de l'AEW. Dernière invitée du podcast de René Paquette, Saraya a parlé de son état d'esprit suite à l'annonce de son retour sur les rings et de son envie d'effectuer tout type de match chez AEW. Elle nous a dit: au début ce sera plus une histoire de retour, un retour officiel et un état d'esprit différent de ce que j'aurais dû être la première fois. Il y a beaucoup de femmes avec lesquelles je veux avoir des matchs un jour, je vais faire des matchs à stipulation que je n'ai pas pu faire avec la WWE et que les filles peuvent faire maintenant. Aussi travailler davantage sur le personnage, essayer de construire. Je ne vais pas complètement laisser tomber Paige, mais une version plus sophistiquée d'elle. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire maintenant, nous avons une telle liberté créative. Saraya parle ensuite de son excitation d'avoir à reconstruire son personnage et d'y apporter des améliorations. Je dois reconstruire un personnage et je ne suis pas sûr à 100% de ce qu'elle peut faire et de la direction qu'elle va prendre. Je connais l'idée générale du personnage, mais à la WWE je la maîtrisais, je connaissais Paige, je l'ai incarnée pendant des années. Quand les gens écrivent les scénarios, vous pouvez changer et changer tout ce que vous voulez. Maintenant, qui est Saraya? Je dois tout recommencer à 30 ans, c'est vraiment fou. C'est officiel, Saraya a été autorisée à revenir sur les rings et fera donc son premier combat depuis fin 2017 lors du pay-per-view Full Gear face à Britt Baker. À 30 ans, une nouvelle page de son histoire catchesque va s'écrire du côté de l'AEW pour le plus grand plaisir des fans. Et vous alors, dites-moi ce que vous pensez du retour de Saraya, de Paige, parce que j'ai l'impression qu'il y a zéro hype autour de Saraya. C'est pourtant un big name, c'est pourtant l'un des grands noms de la révolution féminine. Il y a plein de gens qui attendaient son retour depuis des années. Aujourd'hui, elle est de retour chez AEW et j'ai l'impression qu'il y a zéro hype autour de Saraya. C'est une catastrophe. Pourtant, le match contre Britt Baker s'annonce absolument grandiose à Full Gear, mais pas de hype. Alors est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas revenue chez WWE? J'en sais rien. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si jamais vous êtes hypé par le retour de Saraya ou si vous en foutez, parce que clairement c'est important, j'ai besoin de savoir. Allez, un autre retour féminin avec celui de Sarah Logan à la WWE, et ça tombe bien qu'on ait cette info puisque j'ai carrément zappé d'en parler dans la consultation de SmackDown samedi. Après des semaines de teasing, les Viking Raiders sont apparus sur le ring de SmackDown aux côtés d'une catcheuse qui a fait son retour à la WWE. Licenciée par la compagnie américaine en avril 2020, Sarah Logan a enfin montré son visage lors d'une attaque des Viking Raiders sur la Legado del Fantasma ainsi que sur Hitro. Effectivement, le retour de Sarah Logan du coup qui va venir s'implémenter aux Viking Raiders qui eux reviennent de blessures, donc voilà, c'est plutôt bien. On a une équipe, une espèce de clan qui va se construire. Il va y avoir quelques rivalités sympas avec le Legado del Fantasma, avec le Hitro, ça va rajouter un petit peu de complexité dans les storylines, ça va rajouter un petit peu de qualité, donc voilà, très content de voir ce retour des Viking Raiders. Et concernant Sarah Logan, eh bien j'attends de voir, mais globalement elle est plutôt correcte dans son rôle, donc voilà, ça va plutôt bien se passer à mon avis. On passe à la prochaine nouvelle et on va donc parler de Elias qui donne son avis sur l'échec du cash-in d'Austin Theory. Lors de l'épisode du 7 novembre de Raw, Theory a tenté d'encaisser sa mallette contre le champion des États-Unis Seth Rollins. Malheureusement pour le jeune Austin, Bobby Lashley l'a arrêté dans sa course. D'ailleurs, quelle idée de merde. S'exprimant lors de The Bump, Elias a partagé ses réflexions sur cet encaissement. Il déclare: je vais être honnête, je pense que tout ça est un peu bizarre. Tout d'abord, c'est un open challenge, donc qu'est-ce que tu fais? Deuxièmement, il veut l'utiliser sur un Monday Night Raw aléatoire. Si j'étais Austin Theory et que j'avais la mallette Money in the Bank, j'aurais attendu un moment bien plus important et sûrement quelqu'un comme Roman Reigns quand il aurait été vulnérable. Alors ça, effectivement, c'est une décision quand même assez incompréhensible. D'abord de le faire cash-in un lundi à Raw, ensuite pendant un Open Challenge, et ensuite sur le titre US, et ensuite de le faire perdre. Donc bref, tout était à chier. Je ne sais pas pourquoi elles ont décidé de faire ça, mais en tout cas, bon, Theory est débarrassé de la mallette maintenant. On passe à autre chose, on oublie cet épisode un peu noir de l'histoire de Theory. Karl Anderson et Luke Gallows s'expliquent sur leur décision de revenir à la WWE. Voyons cela.
Karl Anderson et Luke Gallows n'étaient plus à la WWE depuis avril 2020 suite à leur licenciement. Les deux avaient alors un podcast sur lequel ils n'avaient pas peur de critiquer ouvertement la WWE, alors pourquoi ont-ils décidé d'y faire leur retour en 2022 pour former The OC? Anderson et Gallows étaient les invités du podcast de Bell et ils sont revenus sur le sujet en expliquant que tout a commencé avec un message texte de Triple H et que leur plan initial était de faire une grosse tournée au Japon en quittant Impact Wrestling. On était à Dallas pour faire notre dernier match avec les Motor City Machine Gun et on a reçu un message nous demandant si on pouvait discuter. Et voilà, ça part. Il fallait sûrement répondre, c'était un message de Triple H, mais on ne savait pas ce qu'il allait sortir de cette discussion. Après ce qui s'était passé la dernière fois, on a parlé au téléphone et on pouvait sentir de l'énergie positive et nouvelle. Tout a commencé à ce moment. Anderson explique qu'ils ont fait un FaceTime avec Triple H pour parler de leur famille, de la vie et ensuite de cette nouvelle opportunité pour eux de revenir à la WWE et on connaît la suite de l'histoire avec le retour du clan aussi sur nos écrans grâce à l'énergie nouvelle qui règne à la WWE depuis l'arrivée de Triple H à la direction de l'équipe créative tout simplement. Bon, ça c'est un petit détail après, mais effectivement on sent quand même la patte Triple H. Le mec envoie des messages, ensuite il fait des FaceTime, il prend il prend connaissance un petit peu de la vie de famille des uns des autres et je pense que dans le management c'est une excellente manière de faire et que c'est pour ça qu'il y a tant de retours à la WWE parce que simplement l'environnement est beaucoup moins toxique qu'avant. Des spots spectaculaires sont attendus pour les War Games 2022. Cette année, du coup, la WWE organisera pour la toute première fois 2 War Games matchs au Survivor Series. Cette stipulation était utilisée ces dernières années du côté de NXT et n'avait jamais été vue jusqu'à présent pour un show du roster principal. C'est pour cette raison que la WWE sera à la recherche des meilleures images possibles cette année afin de promouvoir les prochaines éditions des Survivor Series, présentant les War Games du coup. D'après les informations de WrestleVote, la compagnie américaine voudrait alors plus que jamais des spots spectaculaires qui pourront être remontrés au cours des prochaines années. Il est également noté que la WWE ne serait pas fan d'utiliser les images de NXT afin de promouvoir un premium live event du roster principal, surtout que certains des participants ne sont plus dans la fédération aujourd'hui. En même temps, c'est clair, Vince il a tout simplement viré la moitié. Après, je comprends totalement l'idée d'avoir une vitrine pour les Wargames, mais par contre, il va falloir faire des spots assez impressionnants, des gros sauts de la cage pour tout simplement vendre le produit pour les prochaines années et faire que ça devienne un pay-per-view majeur de l'année. Et je pense que ça peut le devenir. On peut avoir une espèce de renouveau concernant les Survivor Series avec cet ajout des Wargames. À mon avis, la WWE va dans la bonne direction. Allez, une grosse nouvelle avec Drew McIntyre qui aurait pu être champion à Clash de Castle. En septembre dernier, Roman Reigns est arrivé au Royaume-Uni en tant que champion incontesté et il est reparti aux États-Unis toujours avec les 2 ceintures. Ni McIntyre, son adversaire à Clash de Castle, ni Austin Theory qui avait la mallette à ce moment-là n'ont réussi à battre le Tribal Chief. Mais tout ceci aurait pu se dérouler différemment si la WWE avait décidé de prendre le chemin d'une idée tordue proposée en interne. S'il avait été accepté, Drew McIntyre serait devenu champion en remportant l'une des ceintures détenues par Roman Reigns. Cette idée, WrestleVote l'explique via Gimme Sport. Austin Theory aurait fait savoir d'une manière ou d'une autre qu'il encaissait sa mallette sur une seule ceinture. Le match aurait devenu un triple threat et Tyson Fury l'aurait frappé comme il l'a fait. Drew McIntyre aurait alors pris l'une des 2 ceintures. Et bordel, pourquoi est-ce que la WWE n'a pas fait ça? C'était l'occasion unique d'avoir un moment incroyable à Cardiff avec McIntyre champion. C'était aussi l'occasion du coup de le remercier un petit peu, McIntyre, de le réconforter en tant que champion. Et en plus de ça, tu splits ces ceintures qui sont un véritable bourbier niveau booking avec un champion dans chaque branche. On aurait pu avoir, je sais pas, à WrestleMania, un espèce de Rock Roman Reigns pour un titre et un Cody Rhodes McIntyre ou je sais pas quoi, un gros match, 2 gros matchs en fait pour les 2 titres principaux. Ça aurait également permis à Theory de cash in. Bref, on aurait eu finalement un moment digne de WrestleMania avec une foule en fusion avec McIntyre et son titre là, ça aurait été fabuleux. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? C'est l'un de mes plus grands regrets de l'année. Allez, notre dernière nouvelle du jour avec Roman Reigns qui s'approche des 1000 jours de règne et ça c'est quand même assez incroyable malgré tout, même si j'aurais bien aimé qu'il en perde une des 2. Il détient cette ceinture depuis Payback 2020. Roman Reigns s'approche très vite des 1000 jours de règne avec le championnat universel. En effet, Roman Reigns a atteint hier les 800 jours en tant que champion universel. Aujourd'hui à 801 jours, il arrivera au chiffre symbolique des 1000 jours de règne le 27 mai 2023. Encore faut-il rester champion durant la route de WrestleMania 39. Alors est-ce que Roman Reigns atteindra les 1000 jours de règne? Je ne pense pas. Je pense qu'il va se faire déloger un petit peu autour de WrestleMania. Après, ça dépend comment ça se passe. Imaginons un Cody Rhodes contre Roman Reigns à WrestleMania, mais avec un seul titre en jeu, le titre de la WWE par exemple, et Roman Reigns garderait le titre universel. Il pourrait tout simplement péter les 1000 jours de règne et commencer à s'approcher des records de Hogan, San Martino, Backlund ou encore Pedro Morales. Même si pour la plupart, on en est quand même assez loin. Voilà du coup pour cette revue de presse. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à l'actualité du catch. Ça me fait toujours aussi plaisir de vous voir commenter, de voir participer comme ça. Je sais qu'en ce moment, j'ai d'autres priorités un peu dans la vie et que c'est parfois compliqué de parler de catch, mais
mais malgré tout, je ne lâche pas, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et pour le reste, on verra comment ça se passe. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. C'était le Dr Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.